Nouvelle semaine, nouvelle édition, chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal en cette soirée du lundi 3 juillet 2023. Tout de suite, à la une de l'actualité de ce jour, le premier jour de l'examen du BEPC auquel ont participé 305 836 candidats, dont 47 en situation de handicap et 4 de nationalité étrangère, s'est déroulé dans le calme. Ces candidats sont répartis dans 1072 centres d'examen. Les résultats seront publiés dans 2 semaines, a indiqué la ministre de l'Éducation nationale ce jour lors de sa visite au centre d'examen du CEG Ampefilou. Félen Hakout Arsoul. L'examen du BEPC à travers l'île, qui a débuté aujourd'hui, s'est déroulé sans incident. C'était également le calme au CEG Ampefilou, où le ministre de l'Éducation nationale a donné le coup d'envoi officiel des épreuves. 13 candidats ne se sont pas présentés dans ce centre d'examen et 580 des 593 inscrits ont donc été présents. Le CEG Ampefilou, qui comprenait 551 candidats qui ont choisi l'option A et 42 candidats option B. Selon la déclaration du ministre de l'Éducation nationale ce jour, les résultats de cet examen officiel du BEPC seront publiés dans 2 semaines. Ensuite, le gouvernement, par l'intermédiaire du ministère de la Population, a distribué des repas à 12 000 candidats à l'examen BEPC dans la région Analamink. Aujourd'hui, la circonscription d'Ambouidjatchim est l'une des circonscriptions qui en a bénéficié. 8 892 candidats y sont inscrits, mais 132 d'entre eux ne se sont pas présentés durant ce premier jour d'examen. Les détails avec Fanjessena Mireille sur les images de Yves Janel. Le gouvernement, à travers le ministère de la Population, est venu encourager et apporter un soutien alimentaire aux candidats qui vont passer l'examen du BEPC. Les 240 candidats de ce centre d'examen à l'EPPMIA d'Anabouichimanzak en ont bénéficié. Certains parents sont venus soutenir leurs enfants au centre d'examen et ont remercié le gouvernement d'accorder une attention particulière aux élèves qui passeront l'examen. Pour la Cisco d'Ambouidjatchim, 8 892 candidats se sont inscrits à l'examen du BEPC, répartis dans 44 centres d'examen. 132 ne se sont pas présentés. Outre ceux du district d'Ambouidjatchim, 12 000 autres candidats ont également reçu de tels repas dans la région d'Analamink. Passons à présent dans un tout autre sujet, la proposition de loi sur la nationalité, une version mise à jour de la loi actuelle qui est déjà obsolète, est déjà au niveau de l'Assemblée nationale actuellement, selon la présidente de l'Assemblée nationale vendredi dernier durant la clôture de la session ordinaire. Ce projet de loi est une réponse du pouvoir législatif face aux diverses polémiques autour de la loi sur la nationalité. Cette loi contribuera également à la lutte contre l'apatridie. Les détails avec Cécile Sylvain. Beaucoup se sont déjà exprimés sur cette loi sur la nationalité et nous également, nous nous sommes exprimés sur le sujet. Mais actuellement, il faut savoir qu'une proposition de loi sur la nationalité est déjà en cours d'examen ici au niveau de l'Assemblée nationale. Il s'agit de la proposition de loi 001-202-2021-PL relative à la réforme de la loi sur la nationalité. 15 députés issus de divers groupes parlementaires ont élaboré cette loi. Cette loi solutionne divers problèmes, notamment celui de la loi obsolète sur la nationalité qui date déjà de 1960. C'est à travers cette déclaration que le pouvoir législatif a répondu aux diverses polémiques autour de la nationalité depuis presque un mois déjà. D'après cette déclaration, cette loi qui porte polémique est déjà obsolète, donc il est tout à fait normal que ce code de la nationalité malgache soit mis à jour car il date du 22 juillet 1960. Les juristes et la justice sont déjà en connaissance de cause et savent pertinemment que certains articles dans ce code de la nationalité n'ont pas été utilisés et d'autres très peu utilisés durant ces 63 ans. Des articles qui ne sont plus utiles à l'époque actuelle. De plus, cette loi sur la nationalité malgache a été copiée sur certaines lois des pays comme la Belgique ou encore l'Allemagne. Et même pour ces 2 pays, certains des articles de cette loi n'ont pas été utilisés. Il est à rappeler que la loi sur la nationalité ne concorde plus avec les lois internationales et la sécurité intérieure d'un pays. De ce fait, cette proposition de loi est déjà déposée auprès de l'Assemblée nationale
et apportera une nouvelle réforme qui concordera avec l'époque et la situation actuelle. Cette proposition supprimera également les formes de discrimination dans cette loi qui a été faite durant l'avènement de l'indépendance et qui entraîne même l'apatride. Cette proposition de loi a déjà été présentée durant la session ordinaire, mais les travaux de commission n'ont pas pu être achevés. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène, Fidniavra Vukic, a effectué une descente dans la région d'Iana le week-end dernier pour trouver des solutions à court et à long terme aux problèmes de l'eau dans la ville d'Antiranen. D'après les explications, ces problèmes sont dus à la vétusté des infrastructures en eau. À l'issue de cette visite dans la partie nord de Madagascar, il a été évoqué que d'ici 2 mois, des mesures d'atténuation de ce manque d'eau à Antiranen devraient être mises en place. Toutefois, les solutions pérennes et à long terme seront étudiées en concertation avec le projet financé par la Banque mondiale. Antiranen fait partie des villes de Madagascar confrontées à des problèmes d'approvisionnement en eau potable en raison de la vétusté des infrastructures et du manque de production. Parmi eux figurent les 5 Fokontans peuplés d'Antiranen, Mourafein, Ambalakaza, Cité ouvrière, Lazare Sud et Lazare Nord. Près de 300 bornes fontaines sont installées dans la ville d'Antiranen, d'après la municipalité, mais cela n'impacte pas sur l'approvisionnement en eau de la population, du fait qu'elles ne sont pas ouvertes qu'à 3 heures du matin, et pour ceux qui ont le moyen d'avoir de l'eau chez eux, la coupure dure plus de 3 heures. Le ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène a d'ailleurs souligné que les 5 Fokontans suscités sont bénéficiaires de travaux d'urgence de forage qui vont débuter incessamment. En parallèle, d'autres travaux d'amélioration et de réhabilitation des infrastructures déjà existantes seront menés afin de multiplier par 2 la quantité d'eau produite. Cette visite à Antiranen a aussi permis au ministre de tutelle d'évaluer les côtés techniques et financiers y afférents. L'objectif est de toujours atténuer le manque d'eau dans la ville d'Antiranen, selon le ministre Fidniavra Vukic. Pour les infrastructures dans la commune rurale de Joffreville, district d'Antiranen, l'eau est captée dans la montagne d'Ambre. D'après les locaux, il y avait 78 sources qui coulaient dans cette montagne dans le passé, mais maintenant, il n'y en a plus que 18. À part le changement climatique, cela est également dû aux activités de l'homme qui endommagent les bassins versants. Cette infrastructure à Joffreville montre le modèle de coopération fructueuse entre l'État et le secteur privé. Ainsi, le ministre de l'Eau a indiqué que la construction de l'infrastructure se fera avec les partenaires et la participation du secteur privé pour les travaux et la gestion des infrastructures pour qu'elles dureront pour les 10 à 15 prochaines années. Et la visite du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène dans le Nord s'est poursuivie dans la commune d'Anivran Nord, dans le district d'Antiranana 2 samedi dernier. Le village d'Anivran Nord dispose de ressources en eau, mais souffre d'insuffisance en approvisionnement à cause d'une mauvaise gestion de ses ressources. Toujours avec Miarvou Letsfiren. Anivran signifie littéralement au milieu de l'eau. Ce village du district d'Antiranana 2 dispose de ressources en eau, mais leur exploitation, leur traitement ainsi que leur acheminement auprès de chaque foyer posent encore problème. D'après le témoignage de la population, ces problèmes ne datent d'hier. Ainsi, cet homme a aujourd'hui 54 ans et il témoigne avoir connu ce manque d'eau. Cette visite du ministre de l'Eau, de l'Assainissement et de l'Hygiène à Anivran samedi dernier a donc permis de résoudre ces problèmes. Parmi ces solutions figure entre autres le dénouement des problèmes liés aux procédures administratives pour la poursuite, ainsi les travaux ont repris. Les travaux sont totalement financés sur fonds propres de l'État, inscrits dans la loi de finances rectificative de 2022. Près de 60% des travaux sont achevés jusqu'à aujourd'hui, malgré quelques retards accumulés. Toutefois, le ministre de l'Eau a rassuré que les infrastructures prévoient déjà l'extension des villes et la croissance démographique en projection de plus de 10 ans. En plus de cette station de captage, près de 43 points d'eau sont dispersés dans les Fokontans d'Anivran selon les explications, et cela toujours en vue d'approvisionner en eau la population.
Dans un tout autre sujet, le nombre des évêques au sein de la Confédération des évêques de Madagascar a augmenté. En effet, l'ordination sacerdotale de Monseigneur Jean-Nicolas Rakudzon a eu lieu hier à Morondave. Ce dernier a été nommé par le pape François comme évêque auxiliaire dans le diocèse de Morondave le 19 mai. Monseigneur Jean-Nicolas Rakudzon, qui a été le premier évêque auxiliaire depuis l'existence de ce diocèse, est le deuxième évêque nommé par le pape François en 2023, après l'évêque d'Ambant. Les détails avec Sage Hadji Anas. La nomination des évêques au sein de l'Église catholique de Madagascar se poursuit toujours pour cette année 2023. Monseigneur Jean-Nicolas Rakudzon est le deuxième évêque nommé par le Saint-Siège cette année. Il a été nommé évêque auxiliaire du diocèse de Morondave. Son ordination sacerdotale s'est déroulée hier dans l'enceinte de l'école Saint-Paul de Namaour à Morondave. Selon la loi de l'Église, le nouvel évêque choisit 3 évêques parmi les évêques pour l'ordination. Monseigneur Jean-Nicolas Rakudzon a choisi le cardinal Désiré Tsarahazen, archevêque de Touamasn, Monseigneur Odon Razanakouln et Monseigneur Fabien Raarlamnien, qui est l'évêque de Morondave. Le diocèse de Morondave qui a reçu pour la première fois un évêque auxiliaire depuis qu'il est devenu diocèse le 14 septembre 1955. Lors de cette ordination sacerdotale de l'évêque auxiliaire de Morondave, le Premier ministre, qui a représenté le président Andradoueln, n'a pas oublié de remercier l'Église catholique pour sa contribution au développement de Madagascar et l'œuvre de l'Église pour le peuple malagasy. Le Premier ministre a confirmé qu'il était toujours prêt à travailler avec l'Église catholique. À Madagascar, il existe encore de nombreux diocèses qui n'ont pas encore d'évêques, notamment les diocèses de Murumbe, Antirabé et Ambatondjazak. Concernant les actualités météorologiques, Antananarive retrouvera un ciel bleu à partir de ce mercredi, selon le service de la météorologie. Mais demain, la partie est de Tana sera nuageux si un beau temps régnera sur l'ouest de Tana. D'après le temps qu'il fait, on est bel et bien en hiver. La température montera progressivement jusqu'à mercredi, selon toujours le service de la météorologie. Page culturelle pour continuer, Madagascar est riche en création de danse. Cependant, les artistes se plaignent de manque d'endroits pour exprimer leur talent. Un festival de danse sera donc organisé à partir de ce jour jusqu'au 8 juillet. Plus de 150 danseurs issus de Tamatave, de Majunga, d'Antirabé, mais également d'autres pays comme le Tchad, Mayotte, La Réunion et le Congo participeront à ce festival qui se tiendra à l'IFM sur le parvis d'Analakel, au CGM et à l'IFGOUL. À part les démonstrations de danse, des débats seront également organisés. Passons à présent aux actualités internationales. Les maires de France ont appelé population et élus à se rassembler lundi 3 juillet à midi devant toutes les maires, invoquant une mobilisation civique après la violente attaque contre le domicile du maire de La Île-et-Rose qui a suscité une vague d'indignation à travers le pays. France 24. Une mairie barricadée et surveillée. Toutes les entrées sont condamnées depuis l'attaque par des émeutiers dans la nuit de jeudi à vendredi. Le maire a tenté de s'interposer. On le voit ici face aux assaillants. Oh, bonjour, monsieur le maire. Depuis, chaque soir, Bernard Jamet retrouve ses 25 conseillers municipaux. Tous montent la garde et assurent une présence permanente. C'est prendre l'espace public. Ne pas laisser l'espace public à ceux qui sont des émeutiers. Ouais. Toute la nuit, le bâtiment reste éclairé et les rondes se succèdent. Le toit de la mairie fait office de mirador. On voit au loin s'il y a si on commence Oui, à voir des mortiers, projectiles, des mortiers. ouais, Voyez ce qui arrivait de là. On voit les colonnes de fumée quand il y a des incendies qui démarrent. Aucun incident la nuit dernière. Mais depuis plusieurs jours, partout en France, les bâtiments publics sont la cible des émeutiers, comme ici à Gemont près de Lille. Le cinéma municipal est parti en fumée en quelques secondes. Et le feu, il était là, juste là où il y a le trou, là. Et ça léchait déjà le balcon. Quand l'alarme elle a sonné, il est tout de suite arrivé, sauf que c'était trop tard. Pour cette habitante, c'est un crève-cœur. Je ne veux pas que le régent disparaisse comme ça. Ce serait leur donner raison, dire allez-y, brûlez, et puis hop, tout s'arrête. Non, ça, moi, je veux pas.
Même sort pour ce centre social de Pithiviers, près d'Orléans. Voilà, c'est ici, par cette fenêtre-là, qu'ils sont rentrés. Des cocktails Molotov ont été jetés à l'intérieur, tout est calciné et le personnel effondré. On discutait beaucoup hier avec les mamans, avec les enfants. Certains pleuraient. Les gens sont très tristes de voir ça et ne comprennent pas. Le désastre. Désarroi du maire qui ne comprend pas qu'on s'attaque à un lieu apprécié des habitants du quartier. Vivre ensemble, c'est pour ça qu'on fait ça. Hein. C'est pour ça que ce centre existe. Et le voir neutralisé pendant des mois, moi, ça me crucifie vraiment. Hein. Ça me désole. Le centre social devrait rester fermé jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Et l'armée israélienne mène lundi 3 juillet une vaste opération antiterroriste dans la ville et région de Jenin, en Cisjordanie occupée, lors de laquelle 7 Palestiniens ont été tués, selon le ministre palestinien de la Santé. France 24. Bonjour. Oui, cette opération elle a débuté vers 1h du matin et elle est actuellement toujours en cours. Il y a des soldats dans ce camp de réfugiés de Jenin, mais aussi, vous le disiez, ça c'est rare, des frappes aériennes contre ce camp de réfugiés de Jenin. Il y a 2 semaines, un autre raid de l'armée israélienne de grande ampleur avait utilisé des frappes depuis des hélicoptères Apache. Et c'était une première fois en Cisjordanie occupée depuis 2002, durant la seconde intifada. Alors l'armée israélienne nous dit qu'elle visait un centre de commandement unifié qui sert aussi d'abri pour des Palestiniens recherchés de terrorisme. Elle a publié des photos des armes qu'elle a saisies ainsi que d'un lance-roquettes improvisé. Israël est actuellement en état d'alerte, comme c'est le cas après chaque opération militaire d'ampleur en Cisjordanie. Elle craint notamment des tirs de roquettes depuis la bande de Gaza. Et puis, chose suffisamment rare pour être spécifiée, selon des médias israéliens, eh bien, Israël avait prévenu hier ses alliés de la diplomatie américaine de l'imminence d'une opération militaire à Jenin. Et ça, c'est suffisamment rare pour être spécifié. Et puis aujourd'hui, les Palestiniens appellent à la grève générale en Cisjordanie occupée et à Jérusalem-Est. Et pour terminer cette édition, la Russie a écarté lundi toute nouvelle mobilisation pour grossir ses troupes après le départ des hommes du groupe paramilitaire Wagner d'Ukraine, où Kiev a fait état de combats acharnés dans 4 zones de la ligne de front, tout en assurant avoir progressé dans le sud. Reportage sur les images de France 24. Voici les derniers clichés d'Evgeny Prigojine. Depuis plus d'une semaine, le chef de la milice Wagner n'a pas fait de réapparition publique. Suite à sa révolte avortée, il se trouverait en Biélorussie, aux côtés de son ami de 20 ans, le président Loukachenko. Rien n'a filtré sur l'accord passé entre Moscou et Minsk pour exfiltrer Prigojine. Sur la chaîne Telegram, le groupe Wagner aurait indiqué cesser tout recrutement et activité en Ukraine pour 1 mois. Mais d'après plusieurs médias, dont la BBC, il y aurait encore une douzaine de centres de recrutement actifs qui pourraient déployer des unités en 24 heures sur le front. Sur ces images satellites, ce camp militaire situé à 1 heure de Minsk était quasi désert le 15 juin. 2 semaines plus tard, la photo prise au même endroit montre bien plus d'activité. 2 analyses pourraient expliquer ce changement. D'un côté, Alexandre Loukachenko verrait d'un bon œil ses mercenaires entraîner les militaires biélorusses. De l'autre, les hommes de Wagner refuseraient en grande majorité d'intégrer l'armée russe régulière pour des questions principalement idéologiques. Vu de Moscou, ces milices sont perçues par les médias russes comme un groupe cupide, intéressé par l'argent plus que par la défense de la Russie. Le siège à Saint-Pétersbourg a été perquisitionné et les enseignes du groupe progressivement effacées. Mais un démantèlement total reste compliqué en raison de la structure tentaculaire du groupe. Une entreprise pourtant financée et voulue par Vladimir Poutine. Et à noter Mesdames et messieurs, voilà que prend fin cette édition. Nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Rendez-vous demain pour de nouvelles actualités. Au revoir.